Tous, oui, c'est OK pour moi. Super. Eh ben, bonjour à tous. Merci d'être présents. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Émir Azag, présidente du syndicat des architectes de Paris, de l'UNSPA de Paris. Et je suis accompagnée de Tarek, notre super permanent, et Très bien. Christelle Ebner qui va nous présenter ce webinaire à propos de l'ITE, les différents enseignements de l'AQC sur l'ITE et des outils. Donc la présentation est super intéressante. Donc je vais lui laisser la parole tout de suite, comme ça on aura le temps de bien pouvoir échanger à la suite. Donc l'idée c'est comme d'habitude 30 minutes de présentation de Christelle et ensuite 15 minutes d'échange et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, donc questions-réponses. Merci à tous de votre attention et Christelle, à vous la parole. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Christelle Ebner, je suis la directrice de l'Observatoire et évaluation des risques à l'agence Qualité Construction. Je viens en remplacement de Xavier Bernard, qui est mon collègue qui aurait dû intervenir, qui s'excuse. Mais par contre, je tenais à le citer puisque c'est votre correspondant, c'est le délégué régional sur la partie Île-de-France. Donc, si vous avez des questions vis-à-vis de l'activité, ce sera votre correspondant. Donc, je propose de partager mon support. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous? C'est bon pour nous. C'est bon pour vous. Alors, on démarre. Voilà. On essaye de démarrer. Excusez-moi, j'ai ma touche qui est bloquée. Voilà. Juste pour le petit plan de l'intervention, donc il y aura une petite présentation de l'agence qualité construction pour ceux qui ne nous connaissent pas. Quelques chiffres sur la sinistralité dans l'isolation thermique par l'extérieur. Les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, finition et enduit, une petite présentation pour voir les systèmes existants, les bonnes pratiques, mais aussi donc les pathologies et donc les points de vigilance avec quelques zooms sur quelques points particuliers. Et puis également aussi en dernière partie, juste une présentation de tous les outils que vous pouvez utiliser à travers nos sites Internet. Donc, la présentation de l'agence qualité construction, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une agence, une association loi 1901 qui travaillons dans l'intérêt général. Tous nos membres, donc on a une cinquantaine de membres, font tous partie de l'acte de construire, de la filière construction. Donc, ça va des maîtres d'ouvrage privés et publics aux maîtres d'œuvre. Donc, comme l'UNSFA, vous êtes évidemment adhérent à l'agence qualité construction, mais également vos collègues du SINOV, SINAMOB ou l'INTEC. Nous avons aussi autour de la table donc les assureurs construction, les experts construction, donc également avec le CNEAF, des organismes de certification, les entreprises, donc CAPEB, FFB, les industriels avec la IMCC, Filiance qui représente les contrôleurs techniques, voilà les centres techniques, le ministère et puis également des membres associés. Donc nous travaillons toujours dans le consensus de l'ensemble de nos membres et notre objectif et notre mission première, c'est la qualité dans la construction. Je vais vous expliquer comment on fonctionne. Donc, un premier département, donc c'est l'observatoire et on va observer donc la sinistralité dans le bâtiment. On a différents dispositifs d'observation qui nous permettent de voir la sinistralité donc sous différents biais. À partir de cette sinistralité, l'objectif n'est jamais de mettre à l'index une technique ou un produit ou un procédé, mais c'est toujours de se dire quand on travaille sur ce produit ou ce procédé, voilà les erreurs qu'on a vues, voilà les sinistres qu'on a remontés. Et l'objectif est d'être constructif et de proposer plutôt ça en point de vigilance en disant voilà les sinistres qu'on a rencontrés et voilà quels sont les points de vigilance quand vous utilisez telle technique ou tel produit. Donc, on a un premier département qui est le département prévention produits mise en œuvre, donc qui regarde notamment tout ce qui est risque sériel des produits et des procédés et les textes de mise en œuvre, et qui va également regarder toutes les innovations et le classement en technique courante ou en technique non courante. On a un deuxième département qui est la prévention construction, qui est plus générale et qui va regarder plutôt la partie acteurs, compétences et interface entre ces différents acteurs. Ensuite, nous avons des délégués régionaux, donc comme il se doit, dans les régions, donc Strasbourg, Lyon
Bordeaux et Rennes, mais vous avez aussi, comme je vous disais, Xavier Bernard, qui est donc le délégué régional de Paris et qui est votre interlocuteur. Au niveau de l'agence qualité construction, on gère également, on a le pilotage de grands programmes. Ces grands programmes sont en fait financés par les certificats d'économie d'énergie pour accompagner donc la rénovation énergétique. Donc, on a le programme Profil qui sert justement à accompagner la rénovation énergétique et à massifier et à pouvoir y répondre rapidement et efficacement. On a le programme FIBAT où là, il s'agit de former les formateurs justement pour accompagner à la rénovation énergétique. Et le programme Ombré qui est sur les textes et les règles de l'art dans les départements d'outre-mer. On a évidemment un pôle communication avec notre site internet et je vous en reparlerai après. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme on est une association d'intérêt général, le but c'est que toutes nos actions de prévention soient le plus connues et le plus arrivent de plus en plus sur le terrain. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site et à télécharger gratuitement donc toutes nos publications. Voilà pour ce qui est de la présentation de l'agence qualité construction. Je vous ai parlé de quelques chiffres de l'ITE et des sinistres en ITE en Île-de-France. Donc, juste à avoir en tête, je vous parle de sinistralité qui nous remonte dans le cadre de la dommage ouvrage. Hein. Donc, souvent dans le neuf ou dans les grosses rénovations, quand on a une dommage ouvrage, donc on a une information qui nous remonte via les experts d'assurance. Et juste si on regarde la manifestation des désordres, comment se manifestent les désordres. Donc, d'un côté, on est plutôt sur la partie effectif. Donc, qu'est-ce qu'on a le plus? Le plus, c'est évidemment des défauts d'étanchéité à l'eau. Hein, qui va causer le désordre avec les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur et en moindre mal en effectif, c'est le défaut de stabilité. Par contre, si on regarde la manifestation des désordres en pourcentage du coût, cette fois-ci, on a un défaut de stabilité qui évidemment a un coût plus important que par rapport à l'effectif, puisque en général, c'est qu'on a des risques de chute d'isolant du système et donc ça a des coûts de réparation qui sont plus importants. Et on reste aussi avec des défauts d'étanchéité à l'eau. Ça, c'est sur les manifestations du désordre. Si on regarde les dysfonctionnements à l'origine de l'effectif, on va être à 90%, ce sont des défauts d'exécution. C'est souvent, effectivement, de toute façon, ce qu'on rencontre généralement dans les sinistres dans le bâtiment, sachant que tout ce qui est la partie produits et procédés sont en général réalisés dans des usines avec des sous format ISO 9001, avec des conditions de température et d'humidité, ou avec tout un réglage qui est possible quand on fabrique un matériau dans une usine, qui est beaucoup plus compliqué quand on est sur un chantier, évidemment, où là, on a toujours les risques suite au contexte, aux conditions climatiques, et on est in situ, c'est toujours plus compliqué. Donc, ce qui explique qu'on a 90% des dysfonctionnements qui sont des défauts d'exécution. Si on regarde également qu'est-ce qui est à l'origine, qu'est-ce qu'on a comme type de pathologie sur un système d'isolation thermique par l'extérieur, donc je reste bien toujours dans le cadre de la sinistralité déclarée en dommage ouvrage. Alors évidemment, le premier qui sort, c'est autre cause. Alors ça nous donne pas évidemment grand-chose. Nous, après, on a moyen d'aller rechercher un petit peu dans les rapports d'expertise qu'on retrouve. Mais sinon, qu'est-ce qu'on voit en sinistralité sur les pathologies en isolation thermique par l'extérieur? Ce sont des problèmes de fissuration d'enduit, de décollement d'enduit, de décollement, alors là, ça va plus loin, c'est de l'ensemble du complexe, et c'est là ce qui est souvent beaucoup plus dangereux, des défauts d'étanchéité et des défauts de protection, donc en tête, et notamment les couvertines. Je voulais juste vous refaire un point et vous rappeler comment était un système d'isolation thermique par l'extérieur. Donc, nous avons évidemment le support. Donc, les supports sur lesquels on a de l'expérience et on a des référentiels, ce sont évidemment tout ce qui est support béton, maçonnerie enduite et panneaux OSB. Ensuite, on va aller mettre un isolant. Donc, l'isolant, ça peut être le PSE donc blanc ou le gris. Vous savez que le gris est un petit peu plus performant que le blanc en termes de résistance thermique, mais qu'il est aussi plus sensible aux UV et qu'il nécessite souvent d'être d'abord rapidement recouvert ou sinon protégé par un filet le temps des travaux. On peut avoir des isolants aussi à base de laine de roche et les isolants biosourcés pour l'instant aussi pour lesquels on a des référentiels, c'est l'isolant fibre de bois. Ces isolants, ils ont moyen d'être fixés donc soit collés, mais collés à condition qu'on soit en neuf et que le support soit brut, soit calés chevillés lorsqu'on vient sur un
revêtements existants et notamment dans le cadre d'une rénovation, soit mécanique sur rail, qui est un système plus ancien qui n'existe plus maintenant, qui n'est plus commercialisé. Au niveau des référentiels existants et qui vous permettent de mettre en place une technique courante, ce sont des procédés qui sont souvent fermés, qui sont dus à part titulaire et qui sont des avis techniques et on retrouve les modes de mise en œuvre dans le CPT 3035. Ou alors, vous pouvez aussi regarder les recommandations professionnelles RAGE, donc procédé d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène, donc emploi et mise en œuvre qui a été mise à jour en juillet 2022. Je voulais juste vous montrer que l'isolation thermique par l'extérieur, ce n'était pas non plus que des blocs lisses, mais qu'il y avait moyen, il y avait certains fournisseurs industriels qui permettent de faire des modés nature pour pouvoir donner un style à un bâtiment. Si on regarde les bonnes pratiques et les points de vigilance, donc concernant la conception, donc sur la conception, quand vous êtes effectivement sur les supports classiques avec des référentiels, donc béton, maçonnerie, enduite, vous n'avez pas forcément besoin de prendre un bureau d'études. Vous savez que le point de condensation sera à l'extérieur du mur et qu'il n'y a pas de risque. Par contre, dès que vous sortez de ces choses référentielles, j'ai vu que vous aviez des questions sur des pans de bois, des supports terre crue. À ce moment-là, on sort complètement d'un domaine connu et à ce moment-là, il faut vraiment s'aider d'un bureau d'études pour vérifier donc où est le point de condensation et comment ça migre à l'intérieur de la paroi. Donc ça, c'est vraiment des études à faire au préalable pour vérifier ce que vous pouvez mettre en termes d'isolant, en termes d'épaisseur d'isolant. Il faut évidemment éviter les ponts thermiques. Donc, quand vous avez des charges lourdes à fixer dans la façade, et notamment, je pense par exemple, à des storbanes, il faut le prévoir en amont pour utiliser des éléments. Donc, ça aussi, c'est des industriels qui fournissent des éléments qui vous permettent de se mettre donc à la place de l'isolant. C'est pour ça que ça doit être pris en compte en amont de la pose, qui va permettre d'avoir la résistance thermique et pour lequel vous pourrez vous fixer avec des charges lourdes dedans. Donc, ça, c'est des choses à prendre en considération avant toute la finition de l'isolation du chantier. Il faut aussi choisir des chevilles adaptées. Vous savez que les chevilles, elles peuvent être métalliques et donc peuvent avoir des ponts thermiques. Maintenant, pareil, les industriels proposent des chevilles, soit qui s'enfoncent avec des capuchons extérieurs ou des solutions qui permettent d'éviter d'avoir les ponts thermiques. J'attire aussi votre attention sur les choix de la finition. On a des finitions qui peuvent s'encrasser relativement rapidement, sachant que maintenant, on a, avec les directives et même la réglementation REACH, qui empêche de mettre trop de biocides, trop de quantité de biocides dans les produits. Donc, le côté, c'est que c'est bon pour la planète, mais l'autre côté, c'est que du coup, les enduits sont beaucoup plus sensibles aux salissures et à l'encrassement, et notamment donc aux algues. Donc, avec attention à la végétation autour et à prendre plutôt des finitions sur lesquelles on aura moins d'attaches pour que les algues ne puissent pas prendre aux moisissures, s'accrocher trop facilement donc à l'enduit de façade. Évidemment, quand vous êtes en rénovation, quand vous faites une isolation thermique par l'extérieur, souvent ça s'accompagne aussi de menuiserie double vitrage si ce n'était pas le cas, et donc attention aussi à la ventilation à mettre en place. Ça, c'était les bonnes pratiques pour la partie conception. Si on regarde aussi sur les bonnes pratiques et les points de vigilance sur la partie mise en œuvre et sur le suivi de chantier que vous pouvez regarder. Donc, on va voir le rail de départ. Donc, on va y revenir sur un zoom après. Donc, je ne vais pas le détailler ici. Attention évidemment à la continuité de l'isolant. Les isolants doivent se poser donc côte à côte en format coupe de pierre, en arpage au niveau des angles. Et entre les plaques d'isolant, on doit évidemment avoir une continuité et ne pas avoir d'espace. Donc, si ça arrive de temps en temps, on peut utiliser de la mousse polyuréthane et non pas mettre le sous-enduit dessus. Hein. Attention à ça. Mais on peut aussi, mais il faut que ça reste exceptionnel. Hein. Sinon, les plaques doivent vraiment être les unes à côté des autres. Il faut regarder le plan de fixation avec le nombre de chevilles au mètre carré et cela change en fait si vous êtes en surface courante ou si vous êtes déjà au niveau de la hauteur, au niveau des abords du bâtiment et des angles du bâtiment, vous pouvez avoir donc un nombre de chevilles supplémentaires à poser. Évidemment, respecter l'épaisseur du sous-enduit.
hein, vous allez avoir une armature armée à mettre dedans. Il faut vraiment vérifier que le sous-enduit est suffisamment épais, puisque c'est lui justement qui va permettre la souplesse déjà du revêtement et qui va éviter de voir tous les spectres des plaques d'isolant ou des chevilles. Ne pas oublier que sur les points singuliers, notamment aux angles de baie, mais si vous aviez d'autres points singuliers, on met ce qu'on met des mouchoirs, c'est-à-dire que non seulement on a une trame armée sur tout l'ensemble de la surface courante, mais on rajoute une trame donc au niveau notamment des angles de baie. Pose en arpage, je l'ai dit, et j'attire aussi encore votre attention donc sur les fixations des couvertines. On est sur des isolants actuellement qui ont de 12 à 14 cm, voire plus. Donc, il faut vraiment avoir des couvertines adaptées et des systèmes de fixation des couvertines qui soient adaptés puisqu'on a une prise au vent qui peut être importante. Un petit rappel encore donc sur les bonnes pratiques et les points de vigilance, les contrôles lors de la mise en œuvre. Donc, vérifier donc la jonction avec les autres isolations thermiques par l'extérieur. La tenue et la planéité de l'isolant, évidemment, c'est le nombre notamment de chevilles qui est importante. L'épaisseur de la couche de base armée, donc c'est ce que j'appelle moi le sous-enduit armé. Donc, vous voyez, s'il n'y en a pas assez, vous allez avoir tout le spectre des plaques et également des chevilles de fixation. Attention à l'étanchéité à l'eau, qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau, parce que si, à mon avis, c'est le cas sur ce bâtiment ici, c'est que vous avez certainement de l'infiltration d'eau qui se place entre l'isolant et le revêtement, et à ce moment-là, vous avez des cloques qui se mettent en place, et puis peut-être à terme, donc un décollement, ce que vous pouvez retrouver ici, ou vous pouvez aussi avoir un décollement parce que vous avez l'enduit de finition qui n'est pas compatible avec le sous-enduit. Donc, quand vous suivez un avis technique, vérifiez que l'entreprise qui met en œuvre utilise les produits du même fabricant et qu'il est sûr à ce moment-là d'avoir la compatibilité donc entre le sous-enduit, l'enduit de finition, et il peut y avoir des fois un primaire dedans. Attention également donc à tout ce qui est règle de l'art autour des ouvertures, que ce soit bien géré et qu'il n'y ait pas non plus d'infiltration, comme ici vous pouvez en avoir au niveau de la menuiserie. Sur la pathologie donc des ITE, voilà déjà toute une panoplie de documents que vous pouvez retrouver donc sur le site internet de l'Agence Qualité Construction. Donc l'ITE en rénovation, les 12 enseignements à connaître, et là on va faire le focus sur 4 d'entre eux. Vous avez aussi un document qui s'appelle Focus isolation thermique par l'extérieur, finition enduit, les fiches patho, et puis également un mémo chantier, donc là destiné plutôt aux compagnons sur le chantier. Tous ces documents, vous les retrouvez sur notre site internet. Vous pouvez les télécharger autant de fois que vous voulez, et surtout, n'hésitez pas à les transmettre, notamment aux entreprises avec qui vous travaillez. Alors, si on reprend ces 12 enseignements, donc celui du document précédent, donc là, je vais les regarder, puis on rentrera donc dans le détail de 4 d'entre eux. Donc, le premier, c'est isoler les sous-bassements et les parties enterrées en contact avec l'espace chauffé. Donc, ça, c'est surtout l'isolation des sous-bassements. On le fait souvent en neuf, c'est beaucoup plus compliqué à réaliser, ou enfin, tout au moins plus lourd à réaliser quand on est dans le cadre déjà d'une rénovation. Donc, respecter la hauteur minimum du départ bas de l'isolation. Donc, ça, on va en reparler. Assurer une isolation suffisante à l'interface ITE et ITI. Assurer la continuité de l'isolation donc entre les menuiseries existantes et l'ITE. Ça aussi, on va le revoir. Positionner les menuiseries au nœud extérieur du plan de l'isolation. Donc, ça, c'est vrai que c'est le mieux quand on fait une grosse rénovation, ou évidemment en neuf, de le mettre dans ce sens-là. Traiter l'interface entre les coffrets de volets roulants extérieurs et l'ITE. Préparer le support et choisir un procédé isolant adapté à son état. Désolidariser les escaliers du gros œuvre. Désolidariser les petits éléments rapportés. Fixer les éléments rapportés avec des systèmes adaptés, ça aussi on va revoir. Protéger les isolants en phase chantier et traiter l'étanchéité à l'air et à l'eau des traversées de l'ITE. Donc là aussi, c'est un point qu'on va revoir. Mais sinon, voilà, si vous retournez donc dans le document ITE en rénovation, vous retrouvez une réponse à toutes ces questions. Donc, si on revient sur la hauteur minimum du départ bas de l'isolation, donc si vous êtes en pied de façade, là, vous voyez, on n'a pas une hauteur suffisante. Donc, on a une dégradation de l'enduit au niveau des sous-bassements parce qu'on a du rejaillissement des eaux de pluie. On peut avoir aussi des remontées capillaires et tout ça, on a un accroissement très rapide donc en bas de façade. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est
sur une façade, il faut avoir les règles de l'art, hein, c'est 15 cm à partir du sol fini. Alors attention aussi quand vous êtes en neuf, quand vous ne savez pas encore si le sol, s'il va y avoir encore un trottoir ou quelque chose, c'est bien 15 cm au-dessus du sol fini. Quand vous êtes en terrasse ou balcon, donc si les pluies, la pente rejette la pluie et les eaux vers la façade, à ce moment-là, il faut aussi relever le rail de départ à 5 cm au-dessus du sol fini. Et si par contre les eaux sont évacuées, donc côté extérieur, vous pouvez vous permettre de descendre jusqu'à 2 cm du sol fini. Quand vous intervenez donc en rénovation donc sur un bâtiment existant, avant évidemment de poser l'isolation thermique par l'extérieur, le complexe d'isolation thermique par l'extérieur, vous devez déjà faire un diagnostic du support et faire les réparations effectivement à faire avant. C'est-à-dire que si vous avez des épaufrures de béton, des aciers corrodés, il faut évidemment intervenir là-dessus avant d'aller poser son complexe d'isolation thermique par l'extérieur. Surtout donc dans ces cas-là, les isolants sont toujours fixés mécaniquement, hein, puisque si vous intervenez sur un support qui est même revêtu, la colle ne suffira pas. Il faut qu'on ait un calage et fixation mécanique. Hein, donc toujours un diagnostic, réaliser toujours un diagnostic avant la pose du complexe isolant, réparer donc tout ce qui est épaufrure, fissure avant d'aller fixer votre isolant sur la façade. On parle aussi de fixer des éléments rapportés. Donc, je vous ai montré tout à l'heure des fixations à prendre en compte quand on mettait des choses lourdes, parce que c'est carrément un élément qu'on met à la place de l'isolant. Mais vous pouvez aussi réintervenir après, une fois que l'isolation est posée, quand vous allez fixer des choses un peu plus légères, c'est-à-dire de faire un trou et d'aller poser des systèmes en polystyrène expansé haute densité qui va avoir la même résistance mécanique, la même résistance thermique déjà de l'isolant et dans lequel vous pourrez vous fixer parce qu'il aura une résistance mécanique plus importante, par exemple, qu'un polystyrène classique, puisque là, vous êtes sur un polystyrène expansé haute densité, donc à mettre uniquement au niveau des fixations. Donc, notamment pour les descentes d'eau pluviale, ça peut être important. Également, quand on fixe quelque chose en façade, il faut toujours être attentif à l'étanchéité, puisque c'est toujours des points sensibles. Et à ce moment-là, si vous avez de l'eau qui s'infiltre donc par ces points de fixation, vous pouvez toujours avoir donc de l'eau et qui va aller glisser entre notamment l'isolant et le revêtement. Et là, vous allez avoir au départ des cloques et puis qui vont finir par avoir des revêtements qui vont se décoller. Également, on parlait donc des menuiseries et la continuité menuiserie isolant. Donc, quand vous êtes dans le cadre d'une rénovation, donc soit les fenêtres sont déjà sont posées, le mieux est de pouvoir les poser, donc comme on disait, au nu extérieur de la façade. Ça, c'est si on revient carrément sur la partie menuiserie. Si c'est compliqué et qu'on garde les fenêtres au nu intérieur, dans ces cas-là, il faut regarder pour pouvoir faire un retour de tableau, quand même une isolation, souvent de pouvoir réussir à passer au moins un isolant de 4 cm d'épaisseur sur le retour de tableau, pour éviter là aussi les ponts thermiques. Là, je vais vous parler maintenant. Donc là, on a vu, ça peut être des travaux de rénovation, mais sur un bâtiment qui n'avait pas encore d'isolation thermique par l'extérieur. Maintenant, si on a des bâtiments qui ont déjà des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur existants, mais qui ont un certain nombre d'années et qu'il va falloir les reprendre. Donc, vous avez là des règles professionnelles qui s'appellent règles professionnelles entretien et rénovation des systèmes d'isolation thermique extérieure. Donc là, quand vous avez un système d'isolation thermique par l'extérieur, il faut déjà faire un diagnostic et ce diagnostic, vous pouvez vous référer donc à un tableau récapitulatif que vous retrouvez dans ces règles professionnelles. Donc, soit vous êtes sur plutôt de l'entretien avec une dégradation qui est assez sommaire, qui est plutôt une dégradation esthétique de l'enduit de finition. Et à ce moment-là, vous allez avoir des solutions de réparation, donc soit par une peinture, soit par un enduit. Ce à quoi il faudra bien faire attention, c'est le classement donc des revêtements. L'intérêt, c'est de garder la perméance du complexe isolant plus enduit de finition. Donc, quand on rajoute une couche, il faut vérifier qu'on garde bien cette perméance et qu'on n'empêche pas donc la respiration de la paroi. Si vous avez des dégradations plus importantes, on va rentrer carrément là dans le cadre de la rénovation. Et à ce moment-là, ça peut aller jusqu'à peler
l'isolant jusqu'à l'isolant, c'est-à-dire qu'on enlève carrément l'enduit et le sous-enduit et qu'on retrouve l'isolant de base sur lequel on va revenir, soit refaire un complexe simplement enduit armé et enduit de finition, soit si c'était une époque où les isolants étaient plutôt de moindre épaisseur qu'actuellement, donc plutôt sur du 6 cm, il y a possibilité de faire une surisolation dessus en remettant à nouveau un système d'isolant de 6 cm par exemple, ou de 6 ou de 8 cm complémentaires pour avoir une résistance thermique conforme maintenant à notre RE 2020 et RT 2012. Donc voilà quelques dégradations encore que l'on peut retrouver. Donc là, attention, quand je parle d'enduit de base avec un enduit armé, comment on pose un enduit armé? On met une couche d'enduit fraîche et dans la couche d'enduit fraîche, on va mettre la trame armée qui est une fibre de verre et on va recouvrir avec l'enduit armé, avec l'enduit, le sous-enduit également dessus. Donc frais dans frais, et on doit avoir ce qui nous permet d'avoir une épaisseur suffisante. L'armature permet évidemment un peu de souplesse si les isolants bougent en plus derrière. Attention, quand on ne met pas de profilé de rail de départ aussi, on va avoir quelque chose qui va finir par s'arracher en bas. Là également, on doit avoir par exemple des infiltrations d'eau au niveau, par exemple, de l'appui de fenêtre, peut-être des infiltrations d'eau et qui fait qu'au début, on a des cloques et puis des décollements d'enduit. Alors, attention, il faut mettre effectivement des tablettes avec des oreillettes qui remontent pour éviter les infiltrations. Attention aux tablettes en aluminium, puisque ce sont l'aluminium a un fort coefficient de dilatation et à ce moment-là, ça peut faire bouger et créer de la fissuration. Donc, quand on est en rénovation de système d'ITE existant, bien faire un diagnostic, vérifier moisissure, condensation, s'il y a des fissures, s'il y a des revêtements qui est arraché, le décalement également de l'isolant, donc lié aux efforts de vent, hein, et puis également les chocs en partie basse. Il y a aussi moyen de mettre des isolants plus rigides sur les parties basses des bâtiments qui peuvent être soumis soit des enfants qui jouent avec des coups de ballon ou des choses autour. Donc, les bonnes pratiques, c'est donc en fonction du diagnostic, c'est soit un entretien simple, soit une rénovation. Et attention, quand on applique effectivement un nouveau revêtement, de bien regarder la perméance des revêtements qu'on va mettre de façon à bien regarder la perspirance de la façade. Réaliser toujours les autocontrôles, donc la stabilité globale de l'ITE, donc notamment sa fixation, la présence de fissures, la présence de matière sur le revêtement qui peut entraîner une perte d'adhérence. Prévoir évidemment les travaux préparatoires et la vigilance sur les parois contenant des éléments en bois. Hein, donc ça, toujours regarder avec un bureau d'études si vous avez bien toujours la perméance, si vous n'avez pas de condensation dans la paroi. J'en ai fini pour vous parler de faire ce petit zoom sur l'isolation thermique par l'extérieur. Donc, dernier point, donc les outils qui peuvent vous servir aussi bien sur l'isolation thermique par l'extérieur, mais sur la construction et les travaux en généraux. Donc, un site qui s'appelle ProRéno, donc qui est la ressource des pros pour la rénovation énergétique, qui est piloté donc par l'agence qualité construction. Et quand vous rentrez sur ce site, il y a moyen de rentrer par votre métier, donc le métier d'architecte, et ce qui vous donnera ensuite toutes les ressources qui peuvent être adaptées et vous servir dans votre métier de tous les jours. Donc ça, c'est la ressource pro c'est Réno Pro. Et sinon, nous avons également donc le site de l'agence qualité construction. Vous allez avoir également un certain nombre de ressources. Donc, vous pourrez aussi, si vous voulez aller voir un petit peu la sinistralité des bâtiments, nous avons un site en ligne qui vous permet donc de voir ce qu'on appelle la sinistralité. Donc, dans le cadre de la dommage ouvrage, donc les chiffres que je vous ai fait voir en début de présentation, vous pouvez les retrouver sur ce site qui est en ligne et qui vous permet de voir un petit peu ce qui se passe, la sinistralité par région et en fonction des périodes. Vous avez également le rapport de l'Observatoire qui vous donne, qu'on édite tous les ans et qui permet d'avoir une petite synthèse de toute la sinistralité qu'on peut retrouver. Voilà, donc voilà également les documents que vous pouvez retrouver sur le site de l'agence qualité construction, notamment les fiches PATO, une chaîne AQC TV aussi où vous pouvez notamment retrouver des tutos et des interviews et des études techniques. Et puis notre revue qualité construction.
Donc voilà, moi je vous remercie. J'en ai fini pour cette présentation et je suis disponible pour les questions. Et je laisse donc reprendre la main du côté de l'INSPA. Merci beaucoup, Christelle. Bravo pour le respect du timing. C'était parfait. Alors, on a effectivement, avant de parler des prochains rendez-vous, on a plusieurs questions sur le chat, c'est notamment une question qui revient assez souvent sur l'ITE et les pans de bois. Donc, on a bien compris que dans le cadre de supports qui ne sont pas du béton classique, il faut faire appel à un bureau d'études, notamment pour la question du point de rosée. Est-ce que vous avez d'autres préconisations? Est-ce qu'il est possible de faire de l'ITE sur du pan de bois? Et quelles sont les préconisations ou est-ce que c'est vraiment impossible, on oublie? Oui, alors oui, je pense qu'il faut effectivement vraiment se rapprocher d'un bureau d'études. Je pense qu'il y a des cas qui peuvent être possibles, mais vraiment effectivement vérifier, ne pas enfermer le bois dans quelque chose aussi. Ça va dépendre de ce que vous avez aussi côté intérieur, hein, puisqu'il ne faudrait pas emprisonner de l'humidité à l'intérieur de la paroi, que le pan de bois puisse moisir ou quoi que ce soit. Donc c'est toute la paroi qui est à prendre en compte. D'accord. Voilà, je suis désolée, je ne peux pas vous en dire plus. Ok, en tout cas, on sait que, il faut que le bois puisse respirer, que la vapeur puisse s'évacuer. Alors, il me semble que la laine de roche, ça permet au support de respirer. Donc, c'est peut-être une C'est peut-être solution. une solution, oui, de toute façon, ça va dépendre aussi de l'isolant. Le polystyrène, ça sera certainement moins bon. Il y a la laine de roche, il y a effectivement la fibre de bois aussi. Et je sais qu'il y avait une question, je sais qu'il y a des choses qui sont en cours, notamment pour une isolation thermique par l'extérieur avec de la paille. Voilà, donc c'est pas encore en règle professionnelle, mais je sais que le réseau français de la paille y travaille. Ok. Vous avez évoqué tout à l'heure le CPT 3035 sur les règles d'application, de mise en application. Donc, le CPT 3035, il est fait pour le polystyrène, mais je crois savoir que ça fonctionne aussi à peu près de la même manière avec la laine de roche. Oui, sur le traitement des points singuliers, les mouchoirs et tout ça, oui, les hauteurs de rail, tout ça, vous le retrouvez dedans et effectivement, vous allez avoir la même chose pour la laine de roche. Ok. De toute manière, je pense qu'on peut aussi se rapprocher des industriels, hein, Rockwool, Bomit, Sto, pour leur demander des préconisations. En tout cas, nous, à l'agence, c'est ce qu'on fait régulièrement. C'est-à-dire qu'on demande à l'industriel de venir faire une reconnaissance de l'état des supports et de proposer des préconisations sur bah, l'isolant à utiliser et les points singuliers spécifiques à chacune des Mm. opérations. Ça, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à s'appuyer sur nos industriels. Alors, on a une question sur les ITE et ABF. Est-ce qu'on a des recommandations, des propositions? Est-ce qu'il y a une souplesse? On l'a vu tout à l'heure, vous nous avez montré une image où on voit que, on a des mots des natures qui existent en isolation. Quelque chose à rajouter à ce propos? Non, 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 là, je pense, je sais pas ce qu'attendent les ABF, donc en fait, oui, je voulais juste montrer qu'effectivement, il y avait moyen d'habiller un peu les bâtiments, mais après, est-ce que ça convient aux ABF ou pas, je sais pas. Entre une modénature en pierre et une modénature plus légère, je ne suis pas sûre, je ne sais pas leur choix. Ok, alors une question assez précise. Comment nous assurer de la bonne mise en œuvre des isolants théoriques et pratiques pour éviter les ponts thermiques et donc les problématiques de condensation que nous rencontrons en phase SAV? Impossibilité d'être présent constamment et impossibilité de faire des points de contrôle récurrents. D'autre part, les plans de détail sont bien souvent éludés. Donc là, on est sur deux aspects, hein. Enfin, il y a déjà la conception et effectivement la phase de préparation de chantier où les plans d'exé bah, ils sont indispensables. Pas de plan d'exé, pas de démarrage d'opération, selon moi. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est les fiches autocontrôle, enfin les fiches de contrôle. Pour le coup, autocontrôle, ce serait pour l'entreprise, mais nous, on peut utiliser les fiches que vous mettez à notre disposition sur les contrôles de l'ITE. Elles sont super bien faites, accessibles sur le site. Et pour le coup, je pense qu'il ne faut pas hésiter à les utiliser régulièrement en faisant le tour de chantier, hein. Peut-être pas toutes les semaines, mais assez régulièrement pour voilà, checker tous les points de détail sur les fiches. C'est très bien détaillé.
Christelle, est-ce qu'on a d'autres Non, mais c'est bon, vous avez, vous avez tout dit. Ok. Donc, bonne pratique et point de vigilance, que ça répond aussi. Alors, n'hésitez pas à ceux qui nous écoutent à poser d'autres questions sur le chat. Là, je crois que on a répondu en tout cas aux questions qui ont été posées. La hauteur réglementaire, on en a parlé. Les matériaux biosourcés en ITE et les bonnes pratiques. Vous en avez parlé rapidement. Christelle, peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Bah, non, donc effectivement, vous avez des avis techniques donc avec de la fibre de bois hein, en isolant. Et c'est ce que je vous disais. Je sais que la paille travaille dessus pour proposer un système d'isolation thermique par l'extérieur en botte de paille. Mais pour l'instant, c'est pas encore sorti en format règle professionnelle. Mais je sais qu'ils y travaillent. Et spécifiquement sur les freins actuels à l'adoption massive des isolants biosourcés, qu'est-ce qui vous remonte, vous? Quels sont vos... Alors, bah, sur le biosourcé, hein, il y a deux risques, hein, c'est l'humidité et le feu et l'incendie. Hein. Donc, question d'humidité, là, je vous ai fait voir tout à l'heure les chiffres. Donc, la manifestation des désordres, 60% des désordres, c'est dû à un défaut d'étanchéité à l'eau. Et ça, c'est vrai pour l'ITE, mais c'est vrai partout dans le bâtiment. Hein. Plus de 60% des désordres, c'est dû à ça se manifeste par un défaut d'étanchéité à l'eau. Donc, il faut savoir que voilà, l'eau dans le bâtiment, c'est, je dirais, le pire ennemi. Ça rentre toujours par un côté ou par un autre. Et c'est vrai que bah, quand vous utilisez un isolant biosourcé, enfin, ou un matériau biosourcé, ben, c'est toujours sensible à l'humidité. Et le problème, c'est que si vous en rendez pas compte, le matériau reste humide, on a des développements de moisissures. Ça peut jouer, alors pas sur l'ITE, mais sur la qualité de l'air intérieur quand c'est côté intérieur. Et côté extérieur, ça va, de toute façon, ça va dégrader les performances de l'isolant. Donc, c'est vrai que si on utilise un matériau biosourcé, c'est vraiment être très attentif de ne pas avoir, je dirais, de rater concernant l'étanchéité à l'eau, de vérifier qu'on a vraiment les couvertines adaptées, voilà, qu'il n'y a pas de point où il peut y avoir une infiltration d'eau parce que c'est toujours vraiment néfaste. Voilà. La partie incendie aussi, c'est vrai que si vous êtes sur des bâtiments où vous avez peur qu'il y ait des feux de poubelle, des choses en dessous, ou des feux qui démarrent au niveau aussi des barbecues sur des balcons, etc. Bah, quand c'est un matériau isolant en biosourcé, ça prendra d'autant plus facilement feu, je dirais, qu'un matériau conventionnel. Après, il y a aussi la question de la réglementation. On ne peut pas mettre du biosourcé aujourd'hui, en tout cas de la laine de bois ou de la paille sur n'importe quelle famille de bâtiments, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Et il y avait un autre aspect, mais qui m'échappe, que j'avais là à l'esprit. Oui, il y a aussi les nuisibles par rapport Mm. à certains biosourcés. Et il faut aussi être vigilant parce que biosourcé, c'est pas forcément aussi vertueux qu'on l'imagine, en ce sens où biosourcé, notamment la fibre de bois, ça demande aujourd'hui, en tout cas avec les techniques d'aujourd'hui, ça demande énormément d'eau. Et du coup, c'est pas si vertueux qu'on peut l'imaginer. Donc voilà, faut mettre le curseur au bon endroit et il y a pas de solution miracle. Il faut vraiment adapter l'isolant au type de bâtiment qu'on a. Évidemment, dans la maison individuelle, c'est un peu plus simple. Sur le logement collectif, par exemple, ça devient un petit peu plus compliqué pour les raisons de réglementation incendie. On a parlé effectivement de l'ITE, mais en réalité, on a parlé surtout de l'EMI, donc de l'enduit mince sur isolant, parce qu'on n'a pas parlé, on a fait focus enduit mince sur isolant, on n'a pas parlé des façades ventilées, des bardages, etc. Donc ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, parce que c'est assez spécifique. Alors, je ne sais pas, Tarek, si tu vois d'autres questions. Moi, je crois qu'on a fait le tour des questions qui sont posées sur le chat. N'hésitez pas, on peut prendre d'autres questions. En tout cas, aujourd'hui, donc notre thème, c'était l'enseignement sur l'ITE, mais en fait sur l'EMI. Les outils, vous nous en avez bien parlé, Christelle, c'est ProRéno et le site de l'AQC dans lequel il y a énormément d'outils, des fiches de contrôle, des bonnes pratiques, des alertes. Enfin voilà, c'est vraiment ne pas hésiter à consommer, reconsommer, télécharger. C'est gratuit, c'est là, c'est dispo et c'est très qualitatif. Donc notre contact, même si aujourd'hui c'est Christelle qui nous a fait la présentation, c'est Xavier Bernard. Vous avez son adresse mail et puis le QR code pour accéder au site progreno.fr.
Tarek, d'autres questions ou c'est bon, je peux enchaîner sur Alors, la. on vient d'avoir une dernière question. Ouais. On peut mettre du matériau type métis, récupération de tissu avec du bois. Ah, c'est plutôt une remarque. On est là sur du réemploi. D'accord. Oui, Merci mais c'est pas, Dominique. effectivement, alors c'est biosourcé ou en tout cas réemploi, c'est très bien. Encore une fois, il faut juste être vigilant à la question de la réglementation et notamment de la réglementation incendie. Donc, toujours être vigilant par rapport à la sécurité au feu et aussi après trouver les bureaux de contrôle avec qui on peut discuter pour avoir des avis favorables sur ces sujets, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Mais en tout cas, merci Dominique pour cette remarque. Eh bien, il est 18h43, donc notre webinaire va toucher à sa fin. Donc, notre prochain rendez-vous, c'est le 26 mars, même heure, hein, 18h. Et le sujet, là, ben, on va plutôt parler des ketones. Donc là, on est sur plutôt du bardage cette fois-ci. Donc, comment personnaliser son architecture avec des panneaux en fibre ciment. Donc, Adrien Mage nous présentera toute une gamme et puis des points de vigilance aussi sur la question du bardage. Donc Adrien Mage, c'est notre contact et la personne qui nous fera la présentation, c'est Nicolas Poulot. Voilà, on est dans les temps. Christelle, encore merci beaucoup pour cette présentation. Bravo pour tout ce travail que vous faites à l'AQC et merci pour tous ces outils. Merci à tous nos participants, Tarek, Gérard, Thibault. Merci d'avoir été là aussi pour le staff de l'UNSFAT Paris. On compte sur vous tous pour parler de l'UNSFAT, de nos chronotech et on a besoin de vous. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre lors de nos réunions qui ont lieu toutes les semaines sur l'UNSFA Paris, sur ce qu'on veut faire de notre syndicat, de notre profession. On a besoin de vous tous. Donc soyez tous les bienvenus. Et puis je vous dis au plus tard, au 26 mars. Très belle soirée à tous et à bientôt. Merci. Merci. On Merci à souhaite vous. un joyeux Merci, anniversaire au à Thibaut. revoir. Ah mais oui, Merci à joyeux tous. anniversaire Thibaut. À très bientôt. Salut tout le Au monde. Bonne revoir. soirée tout le monde. Merci. Bye. Bonsoir.